Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'un type de coaster vraiment étonnant et de son histoire incroyable. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Comme je vous l'ai dit, on va parler de plusieurs roller coasters du même type, qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans les parcs et qui, malheureusement, disparaissent peu à peu. Ce récit est plein de rebondissements, d'inspiration, voire de plagiat d'autres constructeurs très connus, et finalement, en fait, c'est l'histoire d'un ovni au cœur des parcs à thème. L'histoire commence dans les années 80 lorsqu'un constructeur de montagnes russes nommé Togo se lance dans le développement d'un tout nouveau type de roller coaster. Togo est une entreprise japonaise qui a été fondée en 1935 et qui a produit sa toute première montagne russe en 1953. Et pour la petite histoire, cette montagne russe est toujours en activité aujourd'hui. C'est une montagne russe pour enfants, mais la longévité est tout de même admirable. Cette société n'a pas eu la réussite en Europe et aux États-Unis qu'ont pu avoir d'autres constructeurs très connus comme Intamin, Vekoma et j'en passe. Néanmoins, ils ont eu un vrai succès au Japon et en Asie en général. Elle a quand même su tirer son épingle du jeu et se démarquer des autres, comme vous allez voir tout de suite. Tout d'abord en sortant les tout premiers roller coasters à position debout, qui, je le précise, étaient très inconfortables, mais ça reste honorable, surtout quand on sait que Bolliger & Mabillard, un autre constructeur très réputé dans le monde des parcs, vient tout juste de sortir son nouveau modèle de roller coaster à position debout, qui devrait ouvrir en 2023. Alors que Togo l'a fait en 1979, c'est vous dire l'avance qu'ils avaient en termes d'idées. Malheureusement, la technologie n'était pas la même qu'aujourd'hui, et tout comme Bolliger & Mabillard dans les années 90, Togo s'est viandé avec son modèle de stand-up coaster, étant donné, encore une fois, l'inconfort des passagers une fois à bord. Dans les années 80, Togo a une idée de génie. Il développe et vend un parc d'attractions un tout nouveau modèle de roller coaster nommé l'Ultra Twister, ou plus tard Pipeline Coaster. Le principe de ce coaster, c'est d'avoir non pas un rail en dessous du train, mais tout autour et que donc le train soit au cœur du rail. Concrètement, le wagon est tenu de part et d'autre grâce à un système de bogies, sauf que ce niveau de la tête, enfin des épaules des passagers. On est dans le rail, ce qui permet une rotation assez particulière du wagon qui se trouve être finalement au niveau de la ligne du cœur, donc la hauteur du cœur des passagers, qui porte le doux nom de Heartline. En gros, au moment de faire une vrille, vous êtes non pas éjecté du train ou au contraire appuyé, tassé au fond de votre siège, mais vous tournez avec lui. Une figure qui se nomme très logiquement Heartline Roll. Petite parenthèse, mais aujourd'hui la Heartline est une référence quand on design une montagne russe. Ça permet d'avoir donc des éléments beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables, et on maîtrise bien mieux la sensation qu'on veut donc produire chez le visiteur. Et c'était une vraie évolution dans le monde des parcs quand cette Heartline est apparue. Alors cette attraction là, l'Ultra Twister, c'est l'essence même de la Heartline, c'est ce qui représente le mieux une Heartline. Le premier exemplaire voit le jour à Tokyo Dome City en 1985. Le parcours est le suivant. Vous partez en marche arrière vers un aiguillage qui va incliner le wagon de 6 places en position verticale afin de gravir un lift. Vous montez alors à 36 mètres de haut avant de chuter directement vers le sol avec un angle de 85 degrés. Remontez et franchissez une bosse avant d'entamer la toute première Heartline Roll. Une fois cette figure dépassée, vous êtes freiné et vous vous retrouvez à l'arrêt. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien devant le train et donc vous êtes basculé une nouvelle fois et repartez, mais cette fois-ci en arrière. Vous prenez pas beaucoup de vitesse, c'est une pente douce, mais juste assez pour franchir les 2 Heartline Roll suivantes, et ce, toujours en marche arrière. Je trouve ça absolument prodigieux. Et tout ça en 1985. Pour vous donner un ordre d'idée, la même année a ouvert au parc Gardaland en Italie une attraction nommée Shaman, qui est une sorte de petit Goudurix, le même parcours que Python à Efteling, et qui finalement était beaucoup plus simple dans sa conception, bien qu'assez récent dans les parcs en Europe. Ça c'était clairement une nouveauté, et peu de parcs en avaient encore, même si à ce moment-là qu'ils ont installé un peu partout. On a quand même une sacrée différence de technologie entre le modèle Ultra Twister et le modèle de chez Vekoma. Tout ça pour dire que c'était propre ce qu'a produit Togo à cette époque, comparé aux autres constructeurs. Alors, il y avait évidemment plus développé en termes de technologie chez d'autres constructeurs, mais c'était quand même déjà bien vénère de sortir un Ultra Twister avec autant de technologie et autant de systèmes complexes. Niveau caractéristiques, pour ce premier modèle, on avait 389 mètres de long,
36 mètres de haut, une vitesse de pointe de 68 km/h, ainsi que 3 inversions qui étaient toutes des Earthline Roll. Du coup, c'est un petit succès au Japon, et l'année d'après, un parc américain nommé Six Flags Great Adventure achète un modèle similaire, toujours au constructeur Togo. Il fait 430 mètres de long, 29 mètres de haut, atteint une vitesse de 70 km/h et possède toujours 3 inversions. Pour info, et vous l'aurez peut-être remarqué, les modèles Ultra Twister sont tous similaires, mais pas identiques. Ils en ont vendu en tout et pour tout 7, c'est honorable comme chiffre, même si oui, ça semble faible. Pour expliquer un peu ce chiffre, sachez que les constructeurs ne vendent pas des montagnes russes tous les jours. Si on prend l'exemple de Rocky Mountain Construction, une société ultra prisée ces dernières années de par leur montagne russe incroyable, et ben en un peu plus de 10 ans, ils ont construit et vendu que, entre guillemets, 25 montagnes russes. Mais c'est en tout et pour tout. C'est-à-dire que là, pour Togo, c'était juste ce modèle-là, et ils vendaient d'autres choses à côté. Là, c'est en tout et pour tout. Et c'est super bien comme chiffre. Certains Ultra Twisters, comme je vous l'ai dit, avaient des caractéristiques différentes, mais l'enchaînement des figures, lui, restait le même. Sauf qu'en 1988, Togo présente une variante de l'Ultra Twister avec un looping plongeant, aussi appelé dive loop. Exit le retour arrière à mi-parcours, maintenant on fait tout en marche avant et on fait demi-tour grâce au dive loop. Vous avez donc la première Earthline Roll qui est suivie d'un dive loop et qui est lui-même suivi de 2 autres Earthline Roll. Mais du coup, ça nécessite une plateforme tournante qui se trouve après la gare et avant le lift, qui a pour effet en fait, de remettre le wagon dans le bon sens parce que il n'a pas fait sa marche arrière comme sur les autres modèles. Cette version, bien qu'il n'ait plus la marche arrière, me paraît bien plus tonique que les autres du fait qu'il n'y ait plus de temps mort à mi-parcours. Continuons l'histoire de ce modèle de coaster. En 1990, Togo semble avoir présenté lors d'un salon nommé IAAPA à Orlando une variante encore de l'Ultra Twister qui cette fois-ci pouvait effectuer des virages. Le but étant d'étendre les possibilités de parcours et de figures que peut effectuer ce modèle et ainsi le vendre davantage au parc. Malheureusement, il n'a jamais vu le jour et pire que ça, on a eu le droit à une sorte de version alternative où on perdait complètement le concept de base, on retrouvait un rail classique avec un train classique, sauf qu'il était dans une armature, dans une structure qui lui servait de support grossièrement, qui ressemblait vraiment à l'Ultra Twister, mais on n'était plus du tout sur le même concept et ça rentre même pas dans la catégorie des Ultra Twisters. Ceci étant dit, ce n'est que le début du récit, chaque Ultra Twister ou presque a eu le droit à sa petite histoire particulière. Le tout premier modèle a fonctionné jusqu'en 1997 avant d'être démonté, à l'exception d'un morceau de support et de son escalier. Je ne sais pas si ce morceau de coaster est toujours présent dans le parc aujourd'hui et je n'ai finalement pas l'info du pourquoi, du comment ils ont fait cette sauvegarde étonnante. Ensuite, celui de Six Flags Great Adventure, il a été déplacé dans un autre Six Flags après seulement 3 ans d'exploitation. Lors de ce transfert, il s'est vu quelque peu modifié. En effet, son lift a été supprimé au profit d'un autre qui adopte un angle de 45 degrés et non plus 90 comme avant. Et ce, pour limiter les contraintes techniques. Il y résida jusqu'en 2005, année de fermeture du parc Six Flags Astro World, là où il avait pris place, et ce parc aura un petit épisode à l'occasion pour raconter son histoire. Par la suite, il fut stocké à Six Flags America jusqu'en 2010. Mais après ça, officiellement, on perd sa trace, sauf que quand on regarde sur Google Earth, on remarque qu'à partir de 2010, en fait, il a été déplacé et mis à la benne, visiblement. Excepté quelques supports qui doivent se trouver encore sur place. Pourquoi ils les ont laissés là, j'en sais rien. Et qui, au fil des années, ont disparu de la carte Google Maps ou Google Earth, à cause, j'imagine, de la végétation beaucoup trop dense qui les a enterrés. Il a fini comme beaucoup de coasters du groupe, dont ils ne savent pas quoi faire malheureusement. Bref, l'Ultra Twister avec un dive loop, lui, a été ouvert pendant 1 an dans un parc au Japon, avant d'être déplacé dans un autre parc, toujours au Japon. Et bonne nouvelle, il y est encore et prône fièrement au milieu des arbres sur une colline. Le tout en étant toujours en exploitation dans le parc, ce qui veut dire qu'il accueille toujours des visiteurs, et ça c'est beau. Il y en a un dont je vous ai pas encore parlé, qui a pris place à Nagashima Spaland. Alors, ce parc au Japon, c'est l'un des plus réputés en Asie, c'est celui dont j'entends le plus parler et qui est adoré par les passionnés de par justement l'offre qu'ils ont en termes d'attraction, c'est juste complètement dingue. Et aujourd'hui, donc le coaster est toujours en exploitation, simplement en 2011 il a été déplacé pour être emmené d'un point A à un point B, mais au sein du même parc. Il y en a 2 autres au Japon qui accueillent toujours du public, dont un qui arbore des couleurs très particulières, très criardes. Moi je trouve ça assez marrant, et je pense que l'effet une fois dans les Earthline Roll doit être encore plus sympa de par justement ces variations de couleurs. Et pour finir, il y en a un qui a fermé ses portes en 2012 au Koweït,
et je sais pas s'il est simplement démonté et exposé sur un parking la manière d'un Six Flags, ou s'il a été directement recyclé et jeté à la benne. Ce qui laisse, vous en conviendrez, que peu de choix quand on veut, comme moi, un jour tester ce genre d'attraction. En d'autres termes, il va vraiment falloir que je me bouge le cul avant qu'il disparaisse. L'histoire ne s'arrête pas là. En effet, l'idée de Togo et du Pipeline Coaster, ça a fait des petits et des petits chez d'autres constructeurs. Et on parle là de deux mastodontes du monde des parcs, et vous allez voir, c'est assez dingue. Retournons en 1990, année où le constructeur de montagnes russes Arrow Dynamics, qui, pour la petite parenthèse, était un monstre dans le domaine des parcs et des attractions à cette époque-là, et qui a révolutionné la montagne russe à sa manière, tout en laissant des traces. Donc aujourd'hui, les attractions actuelles, certaines sont la suite logique de ce qui a été fait par le passé, et notamment par Arrow Dynamics. Décide lui aussi, en voyant l'attrait pour les Ultra Twisters de chez Togo, de développer son propre modèle sur une base assez différente. Pour tester, mais également pour vendre ce modèle fortement inspiré, Arrow décide de créer un prototype juste à côté de leurs locaux dans l'Utah. Ce modèle unique ne possède pas de système de remontée tel qu'un lift ou un ascenseur, et donc pour hisser le train au sommet de l'attraction, ils doivent utiliser une grue. Ils vont faire des tests, déjà pour voir si ça fonctionne, mais aussi pour voir si c'est pas dangereux pour un être humain, voir s'il n'y a pas de problème de force, etc. Une fois ces tests effectués et l'attraction les passe haut la main, ils vont même, pour certains, monter à bord. Quand je dis qu'ils testent l'attraction, je parle des ingénieurs, mais c'est valable aussi pour les potentiels acheteurs. C'est là toute l'intelligence de construire un prototype, parce que c'est un modèle réduit, ça permet déjà d'anticiper les premières pannes, parce que forcément on va voir les premiers inconvénients de ce type de modèle, mais aussi pouvoir proposer au parc de tester l'attraction avant de l'acquérir, et donc potentiellement de faire une vente en plus, parce que on est rassuré de par ce nouveau modèle qu'on peut tester directement chez le constructeur. On retrouve sur les wagons donc les bogies toujours au niveau des épaules, voire de la tête des visiteurs, avec un design un peu futuriste, différent au niveau des trains, des wagons, et donc la possibilité justement de pouvoir mettre plusieurs wagons les uns derrière les autres afin de former un train. Wagon que je trouve absolument somptueux pour l'époque, avec ce côté rétro-futuriste qui est juste magnifique. Sur ce prototype, on retrouve 3 wagons de 4 personnes pour un total de 12 passagers, mais qui évidemment sur un modèle final devrait pouvoir accueillir plus de wagons et donc plus de passagers. Je tiens à préciser que le type d'attraction s'inspire fortement des avions de voltige. Certains me diront que c'est le cas pour la plupart des montagnes russes, car il faut savoir qu'un looping ou qu'Animal Man ou d'autres figures qu'on peut effectuer dans les montagnes russes, ça vient directement du monde de l'aviation. Mais ici, c'est encore plus marqué déjà par les wagons, l'aspect des wagons, mais également donc les figures que va effectuer le train dans le parcours. Au départ, on a une petite pente pour insuffler de la vitesse au train, suivie par une sorte de dive loop, qui remonte ensuite vers une autre sorte de dive loop qui est lui pris par la sortie, et tout de suite après une Earthline Roll. Après, il y a un virage à gauche, car oui, ce modèle peut effectuer des virages. Alors, je dis des virages, mais vu comment c'est saccadé parfois, j'appellerais plutôt ça des brise-nuques. On arrive sur les freins et le parcours est fini. Dans le documentaire d'où je tire les vidéos et que je vous recommande au passage, il est en description, on se rend compte qu'ils sont super contents du résultat et qu'ils promettent à l'attraction un futur radieux. Ce qui n'est pas déconnant, ils sont fiers de l'attraction qu'ils ont produite, c'est tout à fait normal, et ils espèrent qu'elle ira loin. Mais il y a une petite anecdote dont je voulais vous parler, c'est que lors des tests où ils ont fait monter des gens dedans, du coup, ils ont fait venir le directeur d'une association qui est en fait une association de passionnés de montagnes russes. Aux États-Unis, il y en a pas mal, même un peu à travers le monde. Il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, bref, il y en a même en France finalement, Parc Passion. Il y a une association comme ça aux États-Unis qui existe, et ils ont fait venir le directeur de l'association pour tester le prototype. Et c'est plutôt cool, et il paraîtrait que Arrow, en fait, ils sont vachement proches, ils étaient vachement proches des passionnés et donc de cet univers-là, ce qui pour le coup est très cool. Revenons-en à notre prototype de Pipeline Coaster. Malgré le fait qu'il y ait des virages un peu foirés, qui doivent pas être hyper agréables quand on est dedans, l'attraction, elle est réputée plutôt fluide, plutôt douce, en tout cas pour l'époque, et comparé à ce que faisait Arrow sur d'autres machines. Et en plus de ça, l'attraction est vraiment magnifique. Moi, je la trouve superbe quand on la voit circuler, et je la verrai volontiers dans un parc. D'ailleurs, je suis pas le seul. Un certain John Wardley, alors j'espère que j'écorche pas son nom, qui est un designer de montagnes russes pour, entre autres, le parc Alton Towers. Il est du même avis que moi, et ça tombe bien, en cette année 1990, il cherche une idée de roller coaster pour mettre dans le parc que j'ai cité précédemment. Il se rapproche alors d'Arrow, tout content de détenir la nouveauté qui calmera tous les autres parcs aux alentours. Il finit donc par tester le prototype en ayant au préalable commencé à dessiner le tracé du parcours sur ce principe-là, sur le principe du Pipeline Coaster, au sein d'Alton Towers. D'ailleurs, les plans imaginés à l'époque que vous voyez à côté sont juste magnifiques, et je trouve que c'est une implantation parfaite dans un parc pour ce type d'attraction
en tout cas sur le papier. Sauf que là, c'est la douche froide, il se rend compte une fois dans l'attraction, donc une fois qu'il l'a testé, que c'est pas intéressant, c'est lent, ennuyant, et pas vraiment sensationnel. Bon, en gros, c'est pas du tout ce qu'il cherche pour son parc, mais heureusement pour nous, il fit ce choix, car à l'issue de cette déception, il designa et du coup fit construire Nemesis à Alton Tower, qui est une montagne russe inversée de chez Bolliger & Mabillard, et qui est ultra réputée dans le monde des parcs. C'est genre l'un des inverted coasters les plus prisés de par son intégration, etc. Mais j'en dis pas plus, il aura droit à son épisode et je pense dans pas très longtemps. Mais d'autres raisons ont poussé John à ne pas acheter cette machine et a donc préféré Nemesis. Sachez que Nemesis, c'est une attraction qui est vraiment ultra intégrée dans le parc, avec une multitude de décors. Sachez également que le Pipeline Coaster, qui avait donc été designé à l'origine à la place de Nemesis, lui aussi était très bien intégré, donc avait beaucoup de thémas. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que l'immersion est nettement plus compliquée avec un Pipeline Coaster. Comprenez que déjà on est très enfermé dans le train, qu'on a les roues au niveau de notre tête, mais aussi le rail qui est massif et qui englobe le train. Ce qui fait que visuellement on va avoir un obstacle entre donc l'œil du visiteur et le décor. Ce qui pose forcément un problème quand on veut intégrer un coaster. Car une montagne russe peu ou moyennement sensationnelle, qui est tout de même agréable à faire, a de l'intérêt si on voit super bien le décor. On peut prendre l'exemple de Fly à Fantasyland, qui est incroyable de par cette symbiose qu'il y a entre le système de train et de rail, qui est juste génial, et ce décor, cette ville qui a été recréée exprès pour l'occasion, et donc cet échange entre les deux est magnifique. Et là oui, il y a un réel avantage, mais sur Fly, la vue est quasiment entièrement dégagée à 180 degrés. Vous vous en doutez, mais ce modèle de coaster n'a séduit aucun autre parc et a finalement été abandonné. J'imagine que le prototype, lui, il a été détruit suite à cet échec, et bon, pour le coup, je trouve ça dommage, mais bon, ça c'est le fan qui parle. Toujours en 1990, décidément, ce n'est autre que le constructeur Intamin qui décide lui aussi de se lancer dans l'aventure des Pipeline Coasters. Et eux, ils arrivent à en vendre un exemplaire qui prendra place en Corée du Sud. Nommé Sky Plaza Comet, il s'agit d'un parcours ultra simple qui, vu du dessus, ressemble à un rectangle. En fait, on a une Earthline Roll, un dive loop pris par la sortie, et une Earthline Roll. Rien de bien changeant donc comparé au modèle Arrow ou Togo. Même si sur ce modèle, ce que moi je nomme des sortes de dive loop, Intamin les nomme diving turn. Mais bref, c'est un détail. Pour faire avancer donc le train, on retrouve quasiment tout le long du parcours, en tout cas au niveau des deux Earthline Roll, des routes friction qui permettent de faire avancer le train, ce qui me laisse à penser que ça devait être super lent. Que dire d'autre de ce modèle? Les trains étaient longs, mais mis à part ça, c'était vraiment anecdotique, bien moins intéressant, en tout cas visuellement, que les deux autres que je vous ai présentés avant, et ça révolutionnait rien, c'était bof, voire pas ouf. Bon, en même temps, ils en ont construit qu'un seul. En 2000, le coaster change de parc et de pays pour atterrir au Koweït. Puis en 2005, il ferme et pourrit sur place pendant des années, jusqu'en 2017, et j'imagine que depuis, il a dû être détruit ou recyclé ou jeté à la benne. Aujourd'hui, les Pipeline Coasters, on n'en entend presque plus parler. Et ce qui est marrant, c'est que moi à l'époque, au début de ma passion, même avant d'être passionné, je connaissais déjà ce type de modèle, et ce grâce à un jeu, le Roller Coaster Tycoon. Alors je sais plus si c'est le 1 ou le 2 qui l'avait, je crois que c'est le 2. Et en fait, il y avait dans un parc, donc qui créait un parc Six Flags, le Pipeline Coaster. Et c'était marrant parce que moi j'ai passé donc mon enfance à faire des parcours sur un coaster comme ça qui pour moi était logiquement bien en place dans le monde des parcs. Et quand je suis devenu passionné, je l'ai un peu zappé, et des années après, je dis mais il est passé où ce coaster? Est-ce qu'il a vraiment existé ou est-ce qu'il était juste dans le jeu? Et je trouve ça du coup encore plus marrant de faire une vidéo sur ce type de coaster aujourd'hui. Ah oui, le Roller Coaster Tycoon, c'était le Pipeline de chez Togo. Encore une belle fierté pour cette société. Mais alors, qu'est-ce qui a merdé dans ce modèle d'attraction? Chez Togo, faut comprendre que techniquement parlant, c'était la merde. Celui de Six Flags, comme je vous l'ai dit, a dû être modifié pour fonctionner correctement. Niveau maintien d'attraction et donc coût d'entretien, ça devait être super élevé. Sachant que le plus gros souci émanait visiblement du lift vertical et de la plateforme qui bougeait pour donc mouvoir le train de position horizontale à verticale. Ce modèle avait pourtant la particularité d'être différent, donc de changer ce qu'on avait l'habitude de voir dans le paysage des parcs, mais également de pas être si mauvais. Les retours sont plutôt bons. La faible empreinte au sol était évidemment un autre avantage, parce que vous voyez, c'est un coaster tout droit, peut-être un peu moche, c'est vrai que sur le papier ça fait un grand mur en métal, mais au moins l'empreinte au sol est très réduite, et pour un parc qui n'a pas beaucoup de place, ça peut être une bonne solution. Évidemment, d'après les retours, ça tape un peu, mais c'est aussi largement inconfortable du fait des harnais massifs. En effet, tout le système de train et de maintien du passager, c'était
très imposant et donc pas ergonomique. Il en va de même pour le modèle de chez Intamin, mais également le prototype de chez Arrow. Sachant que le train d'Arrow cumulait les peines avec un harnais, mais également une lap bar, donc qui venait vous tenir au niveau des jambes, avec une vitre sur le côté qui remontait et qui vous empêchait de sortir les mains, et vous évitez donc de vous manger soit le rail, soit le système de roue. Autant vous dire que ça devait être bien compliqué en termes de maintenance. Pour finir, chez Togo, le rendement ne devait pas être excellent. Bref, je pense qu'il était simplement trop en avance sur son temps. Malgré ça, c'est tout de même un succès pour Togo, car ils ont réussi là où d'autres se sont pété les dents. Togo, par la suite, a plus ou moins mis la clé sous la porte suite à un procès avec un parc au sujet d'une montagne russe, pas d'un Ultra Twister, je vous rassure. Et suite à ça, en fait, ils ont arrêté la production de roller coaster pour se concentrer visiblement sur la vente de pièces détachées pour les montagnes russes. En 2018, on a entendu de nouveau parler de Togo avec l'annonce d'une relance de leur production de montagnes russes. Bon, depuis, il n'y a pas eu trop de bruit, on a juste un site un peu douteux qui nous montre des concepts d'attraction tout aussi douteux. Bien sûr, je leur souhaite de revenir sur le devant de la scène, notamment au sujet des montagnes russes, et pourquoi pas montrer à quel point ils sont fous avec les technologies d'aujourd'hui et foutre un coup de pied dans la fourmilière pour, je sais pas, venir concurrencer les plus gros constructeurs, juste se marrer, je sais pas, mais en tout cas je leur souhaite de revenir. Ils ont eu des succès autres que les Ultra Twister, donc ils ont réussi à vendre d'autres modèles de montagnes russes en dehors de l'Asie, sans jamais parvenir à inonder le marché comme a pu le faire notamment Vekoma, un autre constructeur de montagnes russes, même si évidemment leurs attractions ne sont pas ultra réputées de par le manque de confort flagrant, notamment sur les modèles debout, etc. Mais mine de rien, il y en a encore beaucoup qui sont encore en circulation et qui tournent très bien en Asie. J'en ai encore jamais fait à ma connaissance des Togo, j'aimerais bien en faire, mais c'est vrai que voilà, c'était pas le confort absolu là-dedans. Big Apple Coaster qui prend place à New York, c'est pas rien, dans un hôtel, c'est eux qui l'ont construit. À la base, c'est quand même ouf d'avoir ce genre d'attraction et de pouvoir dire bon là c'est du Togo. Et il y en a d'autres évidemment, mais celle-là c'était un peu la plus emblématique et la plus marquante. Petite réflexion, mais moi je verrais bien un Ultra Twister enfermé dans une boîte dans un bâtiment, avec le coaster qui fait ça, et des LED tout autour, des jeux de lumière, de laser et tout, ça pourrait être incroyable. Bref, petite pensée que j'ai eue comme ça, mais j'aimerais bien, parce que je pense que l'effet peut être vraiment fou. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ce modèle de coaster, si vous avez envie de l'essayer, si vous seriez monté sur le prototype, bref, ce que vous évoque cette attraction et ce type d'attraction. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!